Madame, Monsieur, bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce 11e numéro de C'est dans la presse. Et d'abord, mes meilleurs voeux à tous nos spectateurs, téléspectateurs guadeloupéens, mais aussi à tous ces gens qui font la communication en Guadeloupe, qui font le journalisme. Ce sont eux nos principaux invités chaque semaine. Et ce soir, j'ai plaisir à rencontrer, à affronter aussi peut-être deux piliers de la communication radio. Eddy Planté, bonsoir. Bonsoir. Journaliste à RCI. Et Eric Lequim, pilier aussi de la communication événementielle. Bonsoir Eric Lequim. Bonsoir. Et avec nous, comme chaque semaine, une étudiante, Estelle Félicien, étudiante de BTS Communication. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, ben c'est avec ces gens-là qu'on va passer 52 minutes ensemble. On va essayer de connaître un petit peu plus sur le journalisme radio. Eddy Planté, vous fêtez pratiquement votre 20e anniversaire à la radio. C'est lourd à porter, 20 ans. On peut bien vous cacher. Ouais. Non, mais c'est lourd, 20 ans sur les épaules fragiles. Non, pas lourd, c'est 20 ans à RCI. Parce que, uniquement, hein, vous êtes un fidèle. 20 ans à RCI, mais j'ai débuté ma carrière à RFO. Prenez votre micro, c'est mieux. Oui. J'ai débuté ma carrière à RFO à l'époque, en 1984, Vous regrettez pas un peu en tant que pigiste sportif. Non, c'est tout. Non, il n'y a pas de regret. C'était un passage à l'époque, c'était RFO, numéro 1 à l'époque. Oui. Les choses ont bien changé par la suite. On en parlera tout à l'heure. Du Médiamétrie. Donc c'est 20 ans à RCI, 20 ans de passion, 20 ans de moments exaltants, de moments compliqués, difficiles, de galères aussi parfois, où l'actualité est compliquée, où on a vécu des périodes politiques un peu difficiles, notamment du côté de Bémaro, souvenez-vous, à l'époque. Oui, c'est vrai. On en reparle. Je passe la parole tout de suite à Eric Lequim, parce que lui aussi c'est un pilier de la communication événementielle. Eric, on vous connaît pour Feedback, 25 ans de Feedback. Oui, alors, ça, hein. oui, alors ça me donne un coup de vieux. Mais oui, 25 ans en 2012. Donc on a un point commun, c'est le mot passion. En fait, on les voit pas passer, que ce soit 20, 25 ou plus, et quelquefois moins. On les voit pas passer. Dans nos métiers, ce sont des métiers où chaque jour, il y a une étape supplémentaire avec un challenge supplémentaire. Donc oui, ravi d'être là encore 25 ans. Eric, quand vous arrivez en Guadeloupe, quel est l'état de la communication événementielle à l'époque ? Alors, en termes, alors il y a deux choses. C'est qu'à l'époque, je viens surtout pour de la production de concerts, plus que pour de la communication événementielle. Et c'est vrai qu'il y a en 25 ans de carrière, il y a vraiment une séparation. Je quitte la production de concerts après les concerts dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui ont marqué, me semble-t-il, la Guadeloupe. Et puis ensuite, je rentre dans ce qu'on appelle la communication événementielle, c'est-à-dire la gestion d'événements et puis la relation avec le sponsoring, l'entreprise, les collectivités, pour faire de la communication événementielle un nouveau type de communication. Oui. Et cette époque, qui date un petit peu maintenant de 25 ans, ça a été difficile de démarrer, surtout que vous arrivez dans un terrain connu, il faut le dire. Hein. Non, je partais avec je partais avec quelques handicaps quand même, dont on se souvient, vous et moi, parce que quand on arrive en terrain, et puis on arrive, comme tous les métropolitains qui arrivent ici, ils utilisent des techniques de travail qui nous viennent quelquefois de là-bas et qui doivent prendre un temps pour s'adapter à ce qu'est la réalité ici, la culture, la façon de bosser. Vous avez été découragé quelquefois ? Jamais. Jamais ? Non. Ouais. Amer, oui. Quand ça marchait pas. Déçu, oui. Mais moi, je suis un bâton. Oui, je sais. Alors, Estelle, j'ai déjà une question à Eric ou à... Donc, en fait, vous avez dit justement que ça fait 25 ans que que Feedback a commencé. Enfin, quelques années. Enfin, quelques années. Donc, comment vous faites maintenant pour vous organiser, pour décrocher de nouveaux contrats ? Alors, c'est plus facile maintenant, parce que c'est vrai que maintenant, on appelle mon agence. J'avoue que maintenant, au fil des ans, il y a ceux qui supportaient pas d'ailleurs Eric Lequim ou Feedback, il y a les pour, il y a les contre, mais tout ça s'est un tout petit peu confondu au fil du temps. Maintenant, on connaît plus l'homme, on connaît sa compétence ou celle en tout cas de ses équipes et de Feedback, et sans être présomptueux, maintenant on nous appelle plus facilement, c'est plus serein. Maintenant on a des relations qui sont beaucoup plus franches. Avant on ne sait pas qui est qui, donc on ne sait pas si je vais repartir, on ne sait pas, moi je ne connais pas l'environnement politique, culturel, économique, donc au fil du temps, il y a une confiance qui s'est installée avec ceux qui n'étaient pas forcément mes amis, qui ne le sont pas forcément devenus après, mais il y a un respect qui se met. Et c'est vrai que je parle souvent de René Pizio en concert, Eddy qui est là aujourd'hui, Dany qui est toujours là. Quand on a passé 15, 20 ans et qu'on est toujours là,
à un assez bon niveau d'affaires, où il y a un respect qui s'impose. Puis après, on commence à découvrir. Moi, je dis souvent à certains journalistes qui me disent, mais t'es un rouleau compresseur. Je dis, mais le jour où vous voudrez voir que le rouleau compresseur a un cœur, vous allez voir que vous allez découvrir l'homme. Et c'est vrai. Alors, Eddy, vous êtes spécialisé aujourd'hui dans la communication, enfin j'allais dire la communication, non, c'est dans le journalisme politique, dans un paysage politique qui est quelquefois troublé. Alors on parlait tout à l'heure de Bimaro il y a 20 ans, mais aujourd'hui, est-ce que c'est plus facile qu'il y a 20 ans? Non, pas forcément. C'est aussi difficile, puisque parce que les élus sont plus exigeants. On a le sentiment que maintenant, dans les rédactions, ça fonctionne plus par communiqué de presse. Donc il y a beaucoup qui tombent. Hein. Voilà, donc il y a beaucoup qui tombent, et là il faut être vigilant, il ne faut pas être simplement juste là pour écrire ou pour être des lecteurs de communiqués de presse. Il faut faire un vrai boulot de journalisme, de recherche et d'investigation. Voilà, et donc c'est compliqué, mais c'est compliqué aussi. Je pense que plus les journalistes vont être exigeants dans leur métier, puis aussi les élus, eux aussi, vont faire des efforts. Maintenant, je pense que je présente l'émission Sans langue de bois il y a maintenant 1 an et demi sur RCI. Je constate que maintenant, les élus font des efforts. Quand ils viennent à l'émission, ils travaillent leur émission. Ils ne flippent pas, quelquefois. Ils peuvent flipper, mais ils sont préparés. Ouais. Parce qu'ils savent très bien que, bon... il n'y aura pas de concession. Il n'y aura pas de concession. On va essayer, bon, bien sûr, ils essaient quand même de jouer la langue de bois de temps en temps, oui. Mais on essaie quand même de poser les vraies questions que les éditeurs attendent. Alors, l'autre aspect de la question, c'est le coup de téléphone du directeur de communication, du responsable de com, qui vous dit ouais, etc. Avant ou après, comment vous gérez ça au quotidien? Moi, personnellement... Vous ne décrochez pas? On vous appelle? J'ai pas de pression. Non, franchement. Jamais? Non, j'ai pas de pression. Je fais mon boulot le plus honnêtement possible. Non, j'essaie de m'informer, de vérifier l'information. Non, il n'y a pas de pression. S'il y a un doute, on en discute en rédaction. J'ai mon rédacteur en chef, Thierry Fendéré, je lui en parle. On en parle en conférence de rédaction. S'il y a on va être sans langue de bois. On sait que l'URL n'est pas un client facile. Alors comment ça se gère en amont, c'est-à-dire vous avez son chargé de communication, ses chargés de communication ou son directeur de communication. Sans langue de bois. Oui, non, mais c'est sans langue de bois, mais on va y aller à fond. Et comment vous gérez quand vous avez l'URL le matin, c'est pas en direct d'ailleurs, quelquefois c'est enregistré. Comment ça se passe vraiment, honnêtement? Alors, honnêtement... Monsieur El Kabbach. Honnêtement, bon, je vous donne une information. Oui, merci. C'est le seul élu que je n'ai pas reçu dans sa langue de bois jusqu'à maintenant. Vous êtes fâché? Non, pas forcément fâché, parce que j'ai l'impression que, bon, peut-être ça ne cadre pas trop avec sa personnalité. Vous êtes prêt à le recevoir si oui, tout à fait. Vous lancez une invitation là? J'ai toujours lancé des invitations à Victor Emmanuel dans mon émission. J'ai interrogé Jacques Gillot, pratiquement tous les élus guadeloupéens. Mais il y a un vrai problème avec le service de communication, des fois, de Victor Emmanuel. On a le sentiment qu'ils veulent souvent aller face à des médias où ils peuvent tout dire tranquillement. Vous voulez dire ils recherchent de la complaisance? Pas la complaisance, je ne sais pas. Mais je veux dire que, bon, des fois aussi, il faut laisser libre cours à l'élu, d'aller... d'aller au charbon, oui. On peut pas faire de la politique sans éviter des questions, des vraies questions. Donc, je n'ai pas de problème particulier avec... Ça veut dire qu'aussi, vous dites prêt à venir, vous avez déjà des questions qui tardent là depuis au moins 2 ans, 3 ans, comme on dit, au fin du rêve? Non, pas du tout. Non, pas plus qu'un autre, mais j'ai mes questions. Alors, on est avec un responsable de communication événementielle. Alors, est-ce que là, les problèmes sont plus faciles? C'est-à-dire que vous avez en face un type comme le Kim qui veut faire passer un élu. Parce que c'est pas si Eric a fait de la communication politique, mais enfin, on en fait toujours. On n'a pas été jamais été confronté. Non, on n'a pas été souvent gentil avec lui. Oui. Il le sait. Et que le Kim, quand les organisateurs de spectacles organise des événements, oui. On suit bien sûr la commission technique ou la commission qui passe avant, on suit ça de près. Là, c'est la grande peur à ce moment-là. Voilà, pour savoir si la sécurité est respectée, si tout est en règle, on suit ça au niveau des rédactions. C'est pas toujours évident pour les organisateurs, puisque dès qu'il y a quelque chose qui sous le dossier qui cloche, on en parle, et c'est vrai que ça, pour eux, c'est pas évident, puisque bon, il
il y a déjà des tickets qui sont vendus. Il faut rembourser. Moi, ça le public est déjà prêt. Eric, Oui, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Non, non. En réalité, lui, non. avec RCI, par exemple, comme avec l'ensemble des médias, Mm. c'est la chance que j'ai, c'est que nous n'avons jamais été mis en difficulté. Avec RCI, mais avec d'autres Avec, médias. quel que soit le média. Oui. Non, très sincèrement, on n'a pas de problème avec les médias parce que le Par niveau rapport à d'autres. d'exigence, Voilà. le niveau d'exigence qui est réclamé par les médias pour être partenaire d'événements comme les nôtres implique une extrême rigueur de notre part de façon transversale, ce qui rend d'ailleurs notre métier particulièrement difficile. Et je voudrais faire une petite parenthèse. Aujourd'hui, le seul métier qui n'est pas diplômant, où n'importe qui peut rentrer sans aucune formation, c'est la com événementielle ou l'événement. Or, les gens ne comprennent pas que enfin si, à Gerville-Réache, ils le savent puisqu'on prend souvent des stagiaires dans toutes les écoles, d'ailleurs depuis 10 ou 15 ans, je fais énormément de conférences et de stages. La transversalité de la compétence pour rentrer dans un métier comme le nôtre, pouvoir aller parler avec le directeur de cabinet du préfet en préfecture, parler avec les services de com de la région pour la com parce qu'ils sont obligatoirement partenaires des événements majeurs, aller faire de la gestion et ne pas se planter sur le budget, savoir organiser le management de 20, 30, 40, 50 jusqu'à 150 personnes sur un événement. L'ensemble de cette transversalité-là implique, tenez-vous bien, que tous mes collaborateurs, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, ont obligatoirement un bagage bac plus 4 ou bac plus 5. On ne l'imagine pas une seconde. Sinon, c'est une planterie. Le Tour-Sticky, c'est 700 000 € de budget. Le TGVT, c'est 300 et quelques. Le carnaval, j'en passe, c'est énorme. Et c'est plus compliqué de travailler avec les collectivités ou d'organiser Eric, un événement. vous n'avez pas les communications politiques ici. Alors moi, en communication politique, j'ai été directeur de campagne de Georges Germain, qui est un ami et quelqu'un que j'aime beaucoup. Et qui arrive aussi. Et qui a réussi. Donc voilà, je faisais du marketing politique, et puisque ça m'a planté dans mes premières années parce que je l'avais affiché trop tôt. J'ai effectivement, pendant 2 ans, travaillé dans une commission, qui était une commission culturelle du Parti républicain. Au moment où Léotard passe ministre, nous, on lui déconseille de l'être, on dit on ne passe pas derrière langue, etc. J'ai fait du marketing politique à cette époque-là. J'aurais aimé m'appliquer ici, parce qu'ici, sans critique, mais on est en langue de, sans langue Mais de sans bois. langue de bois, totalement. Un certain nombre, il y a une spécificité politique, c'est qu'on ne sait pas gérer le pouvoir. On a toutes les compétences techniques, etc., mais le pouvoir est, en termes de com et de gestion, pourrait être plus futile, plus subtil, justement pas futile, subtil, plus fin. Il y a un problème de la gestion du pouvoir. Mais ça se sait aussi dans le tissu social, économique, à un moment ou à un autre, quand on a un pouvoir, on a une difficulté à le gérer. D'accord. Donc vous avez parlé de difficultés, mais ce sont plutôt des difficultés avant. Mais quelles sont les difficultés maintenant dans votre métier? Alors malheureusement, là je vais rejoindre mon ami, c'est que le fait que les élus changent tous les 3-4 ans, on a quand même l'impression, au bout de 20 ou 25 ans, qu'on fait un petit peu du surplace. Il n'est pas normal, là j'ai pas envie de me mettre des gens à dos, mais enfin, j'ai tellement d'exemples sur un certain nombre d'investissements culturels qui ne sont pas à propos, sur la façon de nous considérer ou pas, sur la façon de faire de la communication événementielle avec les partenaires privés et les partenaires publics, quelle est la façon dont on peut les faire cohabiter. Donc les difficultés, alors l'État a mis de plus en plus de pression sur le plan de la sécurité. Ça a amené l'événementiel à monter d'un cran, ainsi que les producteurs. Donc tous ceux qui étaient plus ou moins amateurs, eux, sont passés à la trappe, restent de plus en plus des professionnels qui traversent le temps, entre guillemets. Mais par contre, la progression et l'évolution n'est pas en proportion aux 2 décennies qui viennent de passer dans nos différents métiers. Donc pour vous, c'est moins difficile de travailler en ce moment, ou bien c'est toujours autant... Non, il y a des crises économiques que nous ne connaissions pas il y a 10 ou 15 ans. On trouvait beaucoup plus d'argent, c'était plus facile, on faisait la fête, il y avait un état d'esprit différent. En ce moment, tout est quand même beaucoup plus dur, mais normalement, on aurait dû, si vous voulez, avoir une évolution. En 20 ans, quand quelqu'un fait un métier depuis X années, à un moment, il doit constater quelque chose qui évolue aux 20 ans et qui soit en rapport avec les 20 ans passés. Le constat n'est pas facile. Alors, on va revenir tout à l'heure sur la langue de bois avec Edith Planté. On a, je crois que juste un petit quiz, parce qu'on a un jeu sur cette antenne, C'est dans la presse chaque semaine, qui permet de gagner un certain nombre de choses. Alors, rapidement, le quiz. Et ensuite, avec Edith Planté, on va parler un petit peu de la langue de bois des hommes politiques, parce que vous avez créé une émission qui s'appelle Sans langue de bois. Ça veut dire que vous combattez le discours convenu.
Une seconde. Oui, c'est bon, on y revient. Ça y est, c'est parti. Bien, on revient donc vers Edith Planté. En général, les hommes politiques français sont connus pour les petites phrases. Est-ce que vous avez en Guadeloupe des petites phrases? Est-ce que vous arrivez à extraire de 15 à 20 minutes de show ou de talk une petite phrase chez nos hommes politiques? Oui, ils sont formés à ça maintenant. Oui, ça m'arrive, puisqu'il y a des bons clients, comme on se dit dans le jargon. Par exemple, le représentant des Verts de Guadeloupe, Henri Zugimel, c'est un bon client dans son genre d'émission. C'est un élu qui a de la personnalité, qui dit ce qu'il pense. S'il n'est pas d'accord avec Jacques Gillot, avec Victorien Lurel ou avec quel que soit l'élu. Même avec les Verts, même d'ailleurs. Avec les Verts, il le dit. Donc il y a vraiment des élus qui font des efforts en ce sens, effectivement. Et de plus en plus, vous sentez maintenant, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une sorte d'évolution quand même de la parole politique guadeloupéenne. Oui, dans cette émission, j'ai l'impression, par justement les retours que j'ai par rapport aux auditeurs qui nous écoutent bien souvent, ils savent, après l'émission, ils vous disent qui a été bon, qui a été mauvais. Maintenant, ils peuvent dire, sous telle émission, cet élu-là, ce conseiller général, ce conseiller régional, il n'a pas été à la hauteur, il n'a pas répondu aux questions, il a tourné autour du pot, voilà. J'en ai pour preuve, par exemple, une émission, c'était avec Georges Brédan. Georges Brédan, candidat. L'ancien Georges Brédan, je veux dire, à l'époque, il était encore à la municipalité de Pointe-à-Pitre. Non, il n'était pas encore. Il était en opposition. Il était en opposition. C'était après les élections, c'était après l'élection municipale, et donc c'était juste avant les cantonales, et il n'a pas voulu répondre sur son positionnement par rapport au maire en place. Il voulait pas du tout aborder ce sujet, et effectivement les auditeurs n'ont pas apprécié. On dit pourquoi il ne donne pas son avis sur la politique de la municipalité pointoise, et Georges Brédan était plus ou moins gêné sur ce sujet-là. Et les gens ont réagi. Voilà. Alors l'autre question qui vient, qui est pendante, c'est est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce que vous avez le sentiment, puisqu'on dit souvent que les journalistes politiques ont une responsabilité aussi, est-ce qu'on peut tout dire quand vous recevez un élu, quand vous posez des questions, est-ce que vous le poussez vraiment à dire des choses qu'il n'a pas envie de dire? S'il n'a pas envie de dire, il ne dira pas, mais au moins on pose la question, et aussi en politique, il n'y a pas que les interviews, il y a aussi les analyses, il y a aussi les papiers qu'on fait. Par exemple, sur la gauche avant sur le socle de la gauche, vous avez bien frappé dessus. C'est plein de choses. Oui. Alors, quand ça ne va pas entre Lurel et Gillot, je pense qu'il faut le dire. Oui. On a des réunions secrètes. Et là, vous n'avez pas de pression, on ne reçoit pas d'appel du Murier ou de Nicolas? Oui, tout à fait. On reçoit des appels. Soit ils vous disent que ce n'est pas tout à fait la vérité, ou ce n'est pas ce qui s'est dit. Mais c'est normal, ils sont dans leur rôle. Mais il y a quand même des sujets à éviter, quand même, quand vous passez, quand vous rencontrez un politique. Des sujets à éviter, non, parce que ça, de moins en moins, non. On lâche tout. On lâche tout. Alors, est-ce qu'en comité de rédaction, le rédacteur en chef peut dire bon, je suis là, vas-y mollo, je suis de Bémao, donc voilà. Non, je pose la question. Dans ce Bertrand, on reçoit quelqu'un dans ce Bertrand, est-ce que vous y allez vraiment franco? Si on est en campagne, par exemple, municipale, quand je présente une émission, j'habite dans une commune, par exemple. C'est à la proximité d'ailleurs. Non, honnêtement, par honnêteté, je dirais, voilà, je ne présente pas l'émission. D'accord. Je laisserai la place à mon collègue qui va tout ça. Ça, c'est une autopression, ça? Ou une autocensure? Non, c'est pas une autocensure, c'est que c'est pour prendre de la distance, je veux dire, parce qu'on s'est emmené dans un petit pays, comment ça se passe. Ouais. Donc voilà. Ça, la proximité, ça complique les choses. C'est très compliqué. On rencontre toujours le petit pas à côté. Ouais, vous demandez M. Kibité, etc. C'est ça. Mais ça empêche. Dans mon émission, j'habite dans un train, j'ai interrogé
pratiquement tous les élus de la commune avec la même tonalité. Ça se passe bien avec Donat, avec Alfred Donat ou Edouard Delta ou Tola ou Claudie Beauval-Villoin, voilà. Je les interroger tous, mais avec la même tonalité, avec les mêmes questions, voilà. C'est ça l'honnêteté quand on fait ce métier-là. D'accord. Alors, donc, vous êtes un des journalistes, parce que souvent, quand vos confrères viennent ici, ils me disent souvent qu'ils subissent des pressions, qu'ils ne peuvent pas discuter. C'est de l'auto, des fois c'est de l'auto. Je ne dis pas que des fois on n'a pas des coups de fil ou quoi que ce soit. Sur la pub, par exemple, parce qu'on sait les rapports quand même d'une radio commerciale avec la publicité. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait comment vous avez passé le capé, ça a été dur? Je pense que si on a une pression, la personne qui appelle ne m'appellera pas appeler moi, Mehdi Planté. Il va appeler le directeur de la radio, et le directeur viendrait nous dire, voilà, vous avez quoi comme info? Vous avez telle info? C'est béton? C'est vérifié? Ah bon, on y va. D'accord. Okay. Moi, j'ai travaillé avec, par exemple, Jacques Canval, c'est comme ça. J'ai appris à travailler comme ça. On est blindé sur le sujet, on a de l'info, on a vérifié à 2-3 reprises. Eh bien, on y va. Voilà. D'accord. Alors, je reviens vers Eric Lekim sur la communication événementielle. Il faut quand même parler un petit peu de feedback. Feedback, quand même, c'est entre guillemets sur le modèle. Ah, je ne sais pas du tout. J'espère. Je pose la question. Non, alors c'est pas moi de le dire. Parce que quand je vois votre CV, ce que vous avez fait en Guadeloupe, il y a de quoi faire, je sais pas moi, 20 émissions. C'est vrai qu'on a fait énormément de choses, et j'espère aujourd'hui être mieux compris, justement, à travers les choix. Parce que, en fait, sur le CV, sur l'ensemble des événements que nous avons, sur lesquels nous sommes positionnés, vous verrez, en filigrane, entre les lignes, vous verrez souvent les enfants et souvent le social. Je pense beaucoup. Et je vais vous donner un exemple. Quand j'ai fait les Jeux d'Interville, un certain nombre de gens m'ont pris au premier degré. Alors que pour moi, les Jeux d'Interville, c'était la démonstration que des jeunes de 15 à 22, 23 ans vont se défoncer sur des jeux qui au départ sont des jeux ludiques, mais pour jeunes adultes. Il y avait, à travers les 15 communes de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe, un tel rapprochement avec une notion du sport et du loisir, une image qu'on a envie de développer avec la jeunesse. Bon, il y a plein de sujets, qu'on a développés dedans, de la dictée créole au festival du dessin animé, la nuit des pubs dehors au trophée de la pub, les défilés de la mode, enfin, il y en a eu tellement. On vous a reproché, Eric, d'avoir importé de la neige en Guadeloupe. Oui. Je me souviens, ça a fait polémique. Ça nous avait un petit peu opposé à l'époque. Oui. Pourquoi? Parce que, je vais vous raconter une anecdote. Le jour où il y a eu cette neige à Destrélan, il y a un papa avec un enfant qui se dirige vers moi. Et l'enfant me dit, c'est vous, monsieur Lekim? Je dis, oui, c'est moi, mon chéri. Et il me dit, c'est vous le marchand de rêve? Moi, je suis un marchand de rêve. Ils s'en sortent toujours. Non. Ça veut dire que quand on met du blé sur les Champs-Élysées, aujourd'hui on fait de la neige, demain on va faire rêver d'une autre manière. Quand Ray Charles est venu, j'ai vu un certain nombre de seniors pleurer devant Ray Charles. Donc chacun trouve son émotion. Nous, on est là pour ça, sans sectarisme, sans ségrégation. On y va avec notre cœur, notre passion. Et puis voilà, si j'avais voulu gagner de l'argent, puisque tout le monde me dit, le Kim, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent. C'est vrai ou c'est faux? Ils sont mal renseignés. Non, sincèrement, ils sont mal renseignés. Mais cela dit, j'aurais fait un autre métier. J'aurais pas fait d'événementiel en Guadeloupe. Je peux m'exercer. J'ai fait 10 ans de prod en métropole. Je peux partir à Londres, je peux partir à Paris, je peux aller où je veux, quand je veux. Donc, dans les définitions qui sont les miennes, par contre, vous verrez tous mes choix. Je peux les expliquer. Je n'ai pas fait telle ou telle manifestation que je n'ai pas envie de citer pour ne pas leur porter préjudice. Mais volontairement, je suis allé dans la façon de faire évoluer toujours. Je sais que vous êtes très exigeant dans votre travail, on le sait. Oui, et je vais vous donner un exemple. Un deuxième, je sais que je suis bavard, mais en 88 sur Goldman, un road. Le premier ou le deuxième Goldman? Le premier Goldman. Je ne fais qu'une fois une prod. Eh bien, le premier Goldman, un des techniciens va me voir, il me dit, mais Eric, on est en Guadeloupe. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Ok, vous le raccompagnez, toi tu vas attendre 2 séries de concerts et tu reviens dans le voir. Et les autres me disent, mais pourquoi tu as fait ça? Je dis, parce que si quelqu'un en Guadeloupe m'explique qu'on ne peut pas faire la même chose qu'à Paris, à Londres, à Berlin, si nous n'avons pas cette ambition pour notre pays, c'est qu'on n'a rien à faire. Et j'étais là depuis un an. Pointe-à-Pitre, Fort-de-France doivent être des capitales de la culture. C'est cet engagement-là que j'ai mis à la disposition de la Guadeloupe, qui n'est pas compris par tout le monde. Parce que quand vous arrivez d'une culture différente,
blanc, parce que ça peut jouer dans certains cas, ne parlant pas le créole, qui vient du rock. Moi, je parle maintenant. Non, je ne le parle pas, je le comprends, mais et encore, je ne prendrai pas le pari. Que vous venez du rock, moi je m'occupais d'Alain Bachung, etc. Vous venez ici, vous devez comprendre pourquoi vous êtes là, ce que vous allez y faire, et ensuite vous faites vos choix. Et mes choix sont devenus culturellement politiques, et là je n'ai plus jamais arrêté de faire avancer la Guadeloupe à ma manière, même quand je n'étais pas compris. Est-ce qu'on peut faire de l'événementiel, toujours ici, sans salle, sans structure? Voilà, justement, la question du centre des arts. Non, mais le problème, c'est justement là où je ne voulais pas en venir, parce que je pense qu'entre le Vélodrome, le centre des arts, Sonis, la salle de Gosier aujourd'hui, il y a... tant pis, je vais me mettre encore des gens à dos, mais qu'est-ce que je dis ? Il n'y a pas de respect pour moi. Moi, je ne sais faire qu'une chose, c'est gérer la culture, le loisir et l'événementiel. Je ne sais rien faire d'autre. Par contre, avec les gamelles, les écueils, les échecs, les réussites, au terme de 25 ans, d'ici plus 10 ans, vous avez à un moment ou à un autre une espèce de background avec des lanternes rouges, avec ce qu'il faut en sécurité, satisfaire l'État, satisfaire les collectivités, et vous n'êtes même pas consulté dans les appels d'offres. Je leur ai fait gratuitement dans certains cas pour dire, on m'a appelé sur la réception du Vélodrome à l'époque, puisque j'étais assez proche de Proto avec la Transat des Alizés, etc. On m'appelle au moment de la réception. Je regarde et je dis, mais attendez, il vous manque une 3e sortie, les tunnels ne sont pas à la bonne hauteur. Bon, si on n'a pas de respect pour ceux que l'on considère comme des... Nous, on nous considère comme des saltimbanques, sauf que ça fait 25 ans qu'on est saltimbanques. À un moment, on a envie de leur dire, je vais vous raconter une dernière anecdote. Là, récemment, il y a 15 jours, dans une réunion, on se voit dans une mairie pour des aménagements de territoire, liés en partie à l'événementiel. Et à un moment, le cabinet d'études qui vient, je ne nomme personne, le cabinet d'études fait sa présentation, etc. Et il est mis en difficulté parce qu'il n'a pas tenu compte d'un certain nombre d'éléments. Et moi, je lui dis, mais dites-moi, vous êtes bien accompagné d'un paysagiste, vous avez bien un archi. Pourquoi n'avez-vous pas un expert dans les aménagements de loisirs ou culturels? Il me dit, pourquoi? Il y en a en Guadeloupe? Je me suis senti offensé, en effet. Et justement, j'avais posé une dernière question sur ça, et on revient à Edith tout à l'heure, c'est la scène nationale à Basse-Terre. Une scène de 500 places, est-ce que ça a été pour vous un non-événement finalement? J'aurais pas fait grand-chose là-bas. Moi, jamais. Moi, j'y ai jamais rien fait parce qu'en plus, on a beaucoup de difficultés pour le peu. J'ai essayé de faire une opération là-bas. C'est vrai qu'on a du mal à déplacer les gens de la Basse-Terre dans cette salle. Alors peut-être que ça a changé depuis avec la qualité de la gestion qu'il y a là-bas. C'est un investissement que je n'aurais pas fait. Et il y a un certain nombre d'investissements, en effet, qu'ils soient structurels ou de programmation, qui aurait pu être fait de façon un peu différente s'il y avait une plus grande concertation avec ceux qui en ont fait une expertise. Alors, Eddy, tout à l'heure, on va parler du dernier Métridum, il faut en dire 2 mots. Mais est-ce que vous avez des difficultés en tant que journaliste avec les responsables de communication? On parlait tout à l'heure politiquement, mais de l'autre niveau, comment ça se passe avec eux quand ils débarquent, quand ils vous envoient leur dossier de presse, qu'ils téléphonent, ils mettent la pression? Comment vous gérez ça? En fait, je dis qu'on ne fait pas le même boulot. Ils le comprennent? Les coms politiques, le plus souvent, moi je dis les meilleurs coms politiques ici, ce sont ceux qui ont été journalistes. Oui. Parce qu'ils... on les connaît, ils sont deux. Mais oui, mais ils sont deux, alors donc, vous leur envoyez une petite fleur, d'accord, j'espère qu'ils vous regardent. Non, parce qu'en fait, ils connaissent la façon dont on travaille, ils connaissent aussi nos horaires, à quelle heure les rédactions font le bouclage, à quelle heure la bonne heure pour organiser une conférence de presse, par exemple. Kim le sait très bien. Il le fait très bien. Voilà. C'est même le jour qu'il faut le faire. Voilà. Là, ça, c'est des éléments à maîtriser au départ. Et après, il y a une communication, bien évidemment. Ils sont dans Parce qu'il y a beaucoup d'amateurisme dans la communication. Je pense à Eddy, mais aussi à Eric, il y a beaucoup d'amateurisme. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent parce qu'ils n'ont pas pu faire autre chose. Ouais. Il y a les puristes comme nous qui avons fait, moi j'ai fait mon premier film à 18 ans, je n'ai jamais changé de métier parce que c'était ma vocation de faire ce métier-là. D'autres vont le faire parce qu'ils n'ont pas pu faire autre chose. Donc ça porte préjudice à l'ensemble de la profession et au crédit que nous avons. Est-ce qu'il y a un écrémage aujourd'hui? Oui, parce qu'il faut durer. Et quand on passe les dépôts de bilan, quand on dépasse les pressions politiques, parce qu'on en a. Nous, on apprend à travailler avec les collectivités, mais les collectivités changent de pouvoir assez régulièrement. À propos du pouvoir, d'ailleurs, puisque j'ai une élève de Gerville-Réach et que j'en ai eu beaucoup dans nos stages, il y a une chose que moi, je dis toujours quand je vais en conférence. Quand on a un pouvoir, et je ne parle pas forcément des élus, c'est vrai sur le plan économique, culturel, associatif, médiatique d'ailleurs, quand on a le pouvoir, généralement,
on ne le montre pas. Parce que quand quelqu'un a le pouvoir, tout le monde sait qu'il l'a. Et là, du coup, on atteint le summum de l'humilité. Et là, c'est la différence entre quelqu'un qui traverse le temps de la politique en Guadeloupe, par exemple, et qui va marquer. Quelle différence il peut y avoir avec certains politiques ici et Aimé Césaire? Quelle est la différence entre un parcours politique où vous marquez une histoire et puis le parcours politique où, tiens, vous n'avez pas fait attention à votre marketing politique et là, vous vous dites, merde, pourquoi je ne suis pas aimé? Je viens de passer 20 ans à faire de la politique, mais je ne vais pas marquer l'histoire. Est-ce que je vais faire partie des rois maudits ou est-ce que je vais faire partie des rois soleils? Donc, ce sont des petites choses comme ça qui, en politique, en marketing politique, alors c'est vrai dans d'autres domaines, hein, je ne veux pas me concentrer en politique parce que j'ai eu du mal à avoir de bonnes relations avec eux. J'allais le dire, justement. Voilà. Ça n'a pas non, mais c'est simplement pour dire que que je voudrais tellement mettre mon énergie, parce que je crois que ce qu'on reconnaît à Feedback et à moi, puisque vous en parliez tout à l'heure, c'est une énergie. Moi, je prie Dieu qu'à un moment ou à un autre, on traverse le temps, qu'on ne fasse plus des questions de personnes et qu'à un moment, on récupère les énergies dont on a absolument besoin pour une Guadeloupe qui, quelquefois, est en panne. Estelle, une question? Donc, ce serait pour M. Planté. Quelle technique vous utilisez pour captiver l'auditeur? Dans l'émission, dans mon émission, Oui. Elle dure combien de temps l'émission? elle est très rapide, elle dure maintenant 6 minutes. Mais C'est du Yvan Levaille, finalement. Au départ, c'était très court. Au départ, c'était 4 minutes, 3:30. Donc, finalement, on a pu allonger un peu. La technique, c'est d'être percutant, d'être incisif, un peu rentre dedans de temps en temps, parce que c'est important qu'on n'a pas la réponse qu'on veut. Et aussi poser quand même les questions incisives, percutantes, et les bonnes aussi. Mais pas forcément poser la question. Il y a aussi poser la question, mais il y a aussi écouter la réponse et relancer aussi. Oui. Et puis il y a le silence aussi. Il y a le silence, il y a tout. Mais la technique du silence, elle est importante en journalisme. Oui, on le sait. Alors, oui. Je voulais revenir sur la communication en politique. J'ai vu la différence aussi, parce que avec Radio Caraïbe, j'ai pu couvrir au mois d'octobre la primaire socialiste. Oui, c'est vrai. J'ai entendu. Et là, dans les rapports, justement, pour revenir à votre question, dans les rapports avec les chargés de communication, c'était encore plus dur. Il faut d'abord se faire ça. Voilà. Vous n'étiez pas connu là-bas? Non, pas vraiment. RCI, Radio Guadeloupe. Non, ça venait après Europe 1, après TF1, après tout le monde. Donc il fallait se battre. Par exemple, François Hollande, je l'ai eu au lendemain du premier tour. Pas avant. C'est impossible avant. Avant, c'était barrage. C'était difficile. Enfin, j'ai eu les représentants, mais la personne que j'avais au bout du fil, la chargée de communication, c'était un vrai combat avec elle. Mais ça se passait bien. Oui. Elle me comprenait et j'essayais de la comprendre, mais des fois c'était. Oui. Mais alors, finalement, au lendemain de la victoire du premier tour, elle m'a appelé. Elle m'a dit maintenant ça y est, c'est bon, on y va. Et j'ai pu faire l'interview de François Hollande à l'Assemblée nationale, dans son bureau à l'Assemblée nationale. Mais c'était compliqué, c'est aussi compliqué avec Ségolène Royal. Ségolène Royal, c'était très particulier. Alors, on avait rendez-vous dans les studios de RCI à Paris, et tout son staff est venu dans les locaux de RCI une demi-heure avant. Et à 5 minutes du rendez-vous, elle n'est pas venue. Elle nous a dit, elle ne peut plus venir, et il fallait je devais aller à une conférence de presse pour faire son interview. Elle a changé. Ils sont venus en repérage et au dernier moment, il y a eu un souci. Marine Le Pen, il n'y a pas eu de souci. Elle est venue avec tout son staff, mais on avait le sentiment qu'il venait un peu avec un esprit de découverte, c'est-à-dire c'est qui... Justement, j'allais poser la question, est-ce que vous avez le sentiment à ce moment-là, c'est une déconsidération vis-à-vis du journaliste ou de la région? Non, pas vis-à-vis du journaliste, parce qu'après l'interview, après quand on fait l'interview, on réalise son interview, on a le sentiment que on fait notre boulot, on fait le boulot. Mais c'est vrai que c'est pas encore...
c'est pas entrer dans les mœurs, dans les habitudes. Et là, je pense qu'avec la présidentielle, il faut corriger ça. Alors justement, on voulait parler de la communication en France, que j'avais la chance d'avoir fait la Guadeloupe et la France, la différence. Non, alors moi je prends un exemple que j'ai vécu sur la route du Rhum aux côtés de Christine Manlouis. Oui. Quand on arrive sur une route du Rhum, dans cette salle immense où il y a toutes les presses, tous les médias, etc., et que vous représentez un skipper guadeloupéen, et que vous vous dites, ouais, bon, mon planning il est vide, et il me faut 20 ou 30 interviews. Et là, on a le problème qu'a eu Eddy dans sa pré-campagne. Enfin, vous êtes snobé par les journalistes au début, et là, il n'y a qu'une chose, l'élégance, l'acharnement. Ceux qui me disent, pas lâcher l'affaire, mais rien, il ne faut rien lâcher, jamais. Et là, à la fin, vous preniez le planning, puisque là j'étais RP pour le coup, j'étais relations presse, vous preniez les 2 feuilles de Christine Manlouis, et les gens se disaient, comment il a fait? Mais à 7h du matin, j'étais déjà là. Alors comment vous avez fait? Il faut être là avant qu'il prenne son café ou au moment où il prend son café. Il faut être là à 20h, à 21h. Il y a une question de rigueur, en même temps de crédibilité et de sympathie. Il faut créer ce climat qui n'est pas quand même facile parce que les mecs, ils en ont rien à foutre. Au départ, ils en ont rien à foutre. Ils ont quelques stars dans la route du Rhum. Et donc, il y a un travail, il y a un lobbying à faire. Et vous avez un délai de temps, vous avez un délai extrêmement court pour couvrir. Eh bien, ils sont habitués à la speederie. Ici, on me prend pour un speed, mais des Lekim à Paris, il y en a 300 000. Oui, alors qu'ici, on me dit, mais il devrait arrêter. C'est la différence entre la communication là-bas et ici. C'est la seule différence. Là-bas, ils sont vraiment en accéléré, mais partout là-bas, ils sont en accéléré. C'est un rythme normal. Ici, moi, on me prend pour un martien. Et c'est même gênant. Quelquefois, les gens ont un peu peur de mon... Parce que si je mettais pas cette énergie-là, pour arriver simplement à faire ce que j'ai fait, qui est somme toute pas... Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas eu le même rythme? C'est-à-dire que pour arriver à avoir 1 ou 2 dossiers, il faut que vous en lanciez 10. Donc c'est quand même quelque chose de... Et pour revenir aux élus, aux collectivités ou à ceux qui font le présent de la Guadeloupe et le futur, il y a peut-être encore trop de place au discours politique. Il y a maintenant des échéances, il y a des programmes, il y a des rythmes, et je m'aperçois que dans certains cas, il faut trop de temps pour gérer un certain nombre de choses dont les Guadeloupéens ont besoin, des projets structurants, l'utilisation de nos FEDER, l'utilisation d'Interreg, etc. Donc là, peut-être que le PPP, me semble, les partenariats privés-publics, comment arriver à ce que le dynamisme des privés vienne à la rescousse des publics, de manière à ce qu'on se donne des rétro-plannings. La politique prend beaucoup de temps chez nos élus. Vous confirmez, Eddy? Oui, juste un point. Par exemple, dans les interventions par rapport à la primaire, le staff d'Hollande, le staff de Martine Aubry, le staff de Ségolène Royal, pratiquement tous les candidats, quand il faut évoquer les sujets de l'outre-mer, ils vous renvoient toujours un élu de l'outre-mer. Oui. En disant, il y a Georges Paul-Langevin qui est à Paris. Victor Lurel ou... justement, comment vous étiez avec Victor Lurel en France pendant la primaire? Non, mais pendant la primaire, l'intérêt c'était d'avoir les candidats. Voilà, j'avais pas fait le voyage pour faire Victor Lurel à Paris. Parce qu'il est ici. Pas être content, non, ou Jacques Gilles, ou quel que soit le candidat. L'intérêt c'était d'interroger Hollande, d'interroger Martine Aubry et tous les candidats. Mais souvent, ils me renvoyaient sur un élu pour Langevin, des élus qui sont en métropole, qui sont à Paris. Et là, c'était... Et comment vous arrivez à leur expliquer que ce n'est pas votre intérêt, ce n'est pas ce que vous recherchez? Est-ce que les chargés de com, ils arrivent à comprendre? Tout à fait, parce que on explique bien que c'est une émission qui est diffusée en Guadeloupe et en Martinique pour les Antillais, voilà, et que on vote également aux Antilles pour la primaire, donc il faut aussi parler. Mais au fond, on a le sentiment, j'ai pu le constater, ils ne maîtrisent pas vraiment les dossiers de l'outre-mer. Oui, ils ne maîtrisent pas vraiment les dossiers de l'outre-mer. C'est ça. Le vrai sujet, c'est ça, c'est qu'ils ne maîtrisent pas le sujet. Ils s'y intéressent à la veille d'élection. Ouais. Et c'est ça la difficulté. Alors, autre sujet sur lequel j'aimerais entendre Eric, c'est la communication sportive. Parce que depuis quelques années, vous managez pratiquement le tour de la Guadeloupe.
on sait toutes les difficultés qu'il y avait. L'année dernière, le budget, 2 jours avant, on ne savait pas si le tour allait vraiment démarrer. Alors, quel tour de magie vous faites pour faire tourner le tour? Les partenariats privés. Et c'est là où il y a d'énormes discussions en ce moment avec nos amis des collectivités, parce que moi, je prône une harmonie et une cohabitation intelligente entre les intérêts privés et la présence publique. Prenons le cas concret d'un tour cycliste qui est à 700 000. 350 000 viennent du privé, donc ça c'est moi qui les amène, et 350 000 viennent du public. S'il n'y a pas à ce moment-là, dans nos relations avec les collectivités, une prise en compte des partenaires privés, et que l'on perd, parce qu'on pourrait froisser des partenaires privés, eh bien on perd ces partenaires qui, eux, peuvent faire une com sans passer par le sponsoring. Or, le sponsoring, le mécénat, il n'y en a pratiquement pas, mais le sponsoring, c'est un élément économique fondamental en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Si demain, les collectivités faisaient que le mariage ou les fiançailles ne se passent pas bien avec les fonds privés, l'événement, il ne part pas. Il ne partirait pas, parce que qu'est-ce qui amène le cash sur un événement ? La collectivité va nous régler dans les 30, 40, 60 ou peu importe le délai. En revanche, ceux qui constituent le cash pour qu'un événement se fasse sont les sponsors. Donc là, il faut une harmonie. C'est le problème de la visibilité sur les médias. Alors comment vous gérez ça? Parce qu'on sait très bien que le maillot à la une de France Antilles ou de... Après, il y a un vieux débat. Après, il y a un vieux débat, mais ce n'est pas à moi de le mener. Là aussi, je ne vais pas me faire de potes. Certains pensent que les subventions qui sont déléguées par des collectivités ne sont pas faites pour acheter des produits ces produits devraient être vendus à des partenaires privés pour augmenter. Voilà. Bon, ça, c'est un vieux débat. Depuis les subventions servent à acheter des produits et donc à avoir une lisibilité. C'est rentré, comme le disait Edith tout à l'heure, ils sont dans leur rôle, tout le monde y trouve son... Nous, sans les collectivités, les événements ne peuvent pas avoir lieu de façon pérenne, et sans le cash des privés, l'événement ne part pas. Donc il faut vraiment trouver, avec les services comme des élus d'un côté et des privés de l'autre, une cohabitation et un respect. Donc on est en train de provoquer, nous, des réunions très en amont pour que justement on sache que voulez-vous, comment vous pouvez l'avoir, de manière à ce qu'on n'ait pas le feu sur un événement. Parce qu'il y a autre chose, c'est ce fameux village du Tour, où alors, je parle là pour, entre guillemets, les petits médias qui arrivent, qui n'arrivent jamais à avoir le vainqueur de l'étape, le jaune, parce qu'ils sont systématiquement grappillés par l'équipe Le Kim qui les dirige vers... Non, c'est parce que là... je pose la question. Non, il n'y a aucun problème. Sans langue de bois, non. Nous, on a des procédures. Procédure, c'est les télés qui font du direct prioritaire. Ouais. Deuxième, les télés non en direct. Ensuite, les radios avec leur journal de 13h. Et ensuite, la presse écrite. On a une démarche, il y a une procédure. Dans tout ce qu'on fait, il y a une procédure. Alors, on est tellement soucieux de l'ensemble des médias qui pourraient être considérés comme mineurs, alors que 10 radios mineures deviennent un élément médiatique, deviennent un vecteur de communication majeur. Oui, bien sûr. RCI à 50%, sauf que si vous réunissez les 15 ou 25 radios qui font les autres 50%, tout à coup, ils deviennent majeurs. Donc, on va les traiter avec la même importance. En revanche, est-ce qu'on peut, par exemple, et c'est toute notre réflexion avec le président Cholette en ce moment et son staff, est-ce qu'on peut organiser une conférence de presse à l'arrivée ? Voilà, on amène les 3 ou 4 maillots plus les premiers, etc. L'ensemble des journalistes sont devant et boum, on y va. On est en train d'étudier et voir si les... C'est pas encore entré dans les murs journalistiques ici. Non, c'est comme au foot. On est en train de se demander si on ne va pas le faire à partir de cette année, en mettant les plateaux télé, etc., en annexe à côté. Donc ça veut dire que la conférence dure 20 minutes, tout le monde pose des questions, petit ou grand, et ensuite on va sur le nom des sponsors. Voilà. Comme au foot. Canal+. Voilà. Donc on est en train de chercher. Il y a une conférence d'après-match. Oui, ça vous suffirait à RCI, ce genre de méthode? Oui, dès qu'on peut interroger le vainqueur, le maillot jaune, il n'y a pas de souci. Mais au foot, ça se fait. Oui, vous avez fait des reportages sportifs en Guadeloupe, mais aussi à l'extérieur. Oui, tout à fait. Comment ça se passe quand vous êtes à l'extérieur? Je crois que vous êtes à la Gold Cup. À la Gold Cup, voilà. La première édition de la Gold Cup, oui. Comment ça se passait à ce moment? C'est pareil, il y a une zone mixte où on interroge, on peut interroger les acteurs. Il y a aussi une conférence de presse d'après-match, où il y a l'entraîneur et le capitaine de chaque équipe. Et là, tous les journalistes sont réunis et on interroge. Rapidement, il nous reste peu de temps. Donc, une question pour tous deux. Pour les jeunes qui ont envie justement de s'orienter vers vos métiers respectifs, vous leur conseillez quoi? Alors, je commence. Alors, moi, je préconise ce que je fais avec tous les étudiants ou étudiantes qui viennent
en agence chez nous, je vous propose 5 types de stages. Un dans un média, un dans une administration, un dans une agence de pub, un dans une agence événementielle et un chez un imprimeur. Quand vous avez fait ces 5 stages-là, vous avez la chaîne de fabrication de la com. Et ça va vous permettre très vite de vous dire, ok, je ne veux pas faire de l'événementiel, ça me met le feu à chaque fois, j'ai une adrénaline, je dors pas, je suis KO technique. J'aime la fabrication, tiens, je suis beaucoup plus rédacteur, donc voilà. Et vous allez choisir votre métier en fonction de ça. Deuxième conseil, quand on voit des BTS de Gerville-Réache arrêter, j'ai vu 2 ou 3 candidates que je connais qui sont dans des services de com aujourd'hui, du rectorat, s'arrêter avec le talent qu'elles avaient ou qu'ils avaient en BTS, ne pas aller chercher une licence parce qu'ils ne veulent pas se séparer de la famille. Là, à chaque fois, alors moi je suis en désaccord total, il y a des talents dingues qui s'arrêtent. Non, il vous faut impérativement un premier master, suivi d'un deuxième, il faut aller les chercher là où il y a des spécialités, Martinique, Métropole ou ailleurs, les langues bien évidemment avec une spécialité, pour que vous puissiez, moi aujourd'hui, j'ai des collaborateurs qui sont en bac plus 4 ou 5. Moi, mon niveau d'intervention me permet d'avoir aujourd'hui une lecture un peu supérieure à ça. Mais si toi, tu reviens au pays et que tu m'amènes quelque chose qui ne me permet pas à moi de me remettre en question dans mon fonctionnement, tu ne m'intéresses pas. Donc toi, il faut que tu arrives sur un bac plus 5 ou un doctorat. Si tu arrives dans ce périmètre-là, tu amènes quelque chose au pays, à mon agence, et tu nous mets la pression. Si en revanche, tu es en deçà de notre compétence, on ne fait pas avancer le public, et c'est comme ça que 20 ans plus tard, on se dit, tiens... Rapidement, un peu d'accord avec toi, Eric, mais aussi une chose, la première, avoir la passion. La passion du métier. Au départ, il faut avoir la passion du métier, aimer. Tu as choisi d'être journaliste, il faut avoir la passion, déjà t'intéresser à l'information, t'intéresser à tout ce qui se passe autour de toi, autour de chez toi. Il faut être accro au quotidien, et après le reste, ce sont les études, aller le plus loin possible, et voilà, et intégrer une rédaction et faire monter le niveau. C'est ça le plus important. On va rapidement terminer, mais je ne peux pas ne pas vous poser la question. Premièrement, RCI number 1, alors, c'est quoi la recette en 2 mots? La recette, c'est la proximité, c'est être proche des gens, une information de qualité. Sans pression, avec la pression, mais en faisant une bonne info, voilà. Et aussi parler aux gens, puisque quand on écoute les auditeurs de RCI, ils vous disent tous, ma radio est branchée sur RCI de 5h du matin, juste, ça ne bouge pas. Ils sont en permanence sur RCI. C'est dingue. Alors, c'est un auditeur sur 2. Écoutez RCI. 51,5% audience cumulée. On a encore progressé. Une dernière chose. On peut être à la fois bon journaliste et bon syndicaliste en Guadeloupe. Je pense, oui. Parce que au lendemain de LKP, c'était dur, là. Parce qu'un journaliste, c'est un salarié. Oui. Donc, on peut être un salarié, défendre ses droits. Il y a aussi des syndicats de journalistes. Oui, c'est vrai. Donc, dans la position d'Éric, le syndicalisme, c'est difficile de regrouper tout le monde. Je sais que je vais vous surprendre. Ça marche maintenant ? En parallèle à l'événementiel, ce que personne ne sait, c'est que pendant près d'une dizaine d'années, j'ai eu une société d'agroalimentaire avec 100 salariés en Guadeloupe et 100 autres en Martinique. Sauf que mon sens... le ciel à l'époque. Exact. Mais oui, exact. Eh bien, il n'y a jamais eu de syndicat chez moi. Parce que le management à l'époque, à ma façon et encore aujourd'hui, fait qu'on est tellement proche de ceux avec qui on bosse qu'il n'y a pas besoin de syndicat. En revanche, je profite pas du paternalisme. S'il y a du paternalisme, mais ça veut dire qu'il y a du cœur. Par contre, puisque le message, il y a une chose qui est chronique chez moi depuis 25 ans, et là je dois des excuses à tous ceux qui ne m'ont pas compris, c'est que j'ai un défaut qui est une qualité, c'est que je suis souvent maladroit. Oui. Donc, et si un peu chiant quelquefois. Pardon ? Un peu chiant. Non, mais ça exigeant. Non, mais la maladresse peut quelquefois avoir conditionné la compréhension de l'autre vers nous. Donc ça, c'est un peu emmerdant. Ben voilà, on vous remercie d'être venu pour cette première émission de 2012. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle version de Si dans la presse. Salut, et aux diffusions jeudi. Et si vous voulez participer au jeu d'actualité, ben, cliquez sur www.caribcreole.com. Salut.